Ça serait beaucoup plus simple qu'on fasse des tutos maquillage. C'est moi qui pose des questions. Alors, Emma, quel mascara tu prends? Ah bah tu connais, au moins tu sais ce que c'est un mascara. Je te rappelle que la plupart des hommes ils savent pas ce que c'est. Hein. Ben là, j'ai été en couple pendant 27 ans consécutifs, donc... Ça laisse des traces. Hein. Oui, c'est ça. Oui, quand même. Prochain livre, tu feras un livre sur la vie de couple et le quotidien. Je connais bien. Je connais bien. Bonjour les amis, bienvenue dans la deuxième partie du chapitre 2 du livre Guerre et mensonges avec Sylvain Laforêt. Salut Sylvain. Hello, Emma. C'est parti. À continuer. Oui, on a quand même fait un point avec toi sur l'eugénisme dans la première capsule de ce deuxième chapitre. Ouais. Et puis, on a terminé cette précédente vidéo en parlant de Bâle et ce qui s'est passé avec la création de la BRI, cette fameuse banque. Tu vas nous en parler maintenant, s'il te plaît. La BRI, c'est quoi? La BRI, en fait, tu es presque mieux placé que moi pour en parler parce que toi, tu l'as vu en vrai. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais bon, théoriquement, je sais d'où vient sa création. La BRI, en fait, c'est comme la truie pour les porcelets. C'est la mère de toutes les banques centrales et qui est donc en Suisse. C'est une banque qu'on a créée en 1930 et l'origine de la motivation pour la création de la BRI, entre autres, ça a été de faciliter les transferts d'argent qui se faisaient entre les États-Unis et l'Europe. Il y a eu beaucoup de ça à travers, donc on a relié toutes les banques centrales, mais de la plupart des pays à la BRI. Puis, à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas Internet non plus. Donc, tout n'était pas virtuel et l'argent était aussi beaucoup physique. Donc, on avait besoin, entre autres, pour des transferts d'or, des transferts de fric et de pognon, on avait besoin de quelque chose qui était proche de l'Allemagne pour faire passer l'argent. Et donc, la BRI a été un canal pratiquement de dollars infinis qui provenaient des États-Unis et qui transitaient par la Suisse pour se ramasser en Allemagne où on était en train de reconstruire carrément le pays à travers Hitler. Donc, en 1933, il a réussi à prendre le pouvoir. Par toutes sortes de tractations. D'ailleurs, on a fait pression sur le pauvre Hindenburg à l'époque pour que Hitler soit nommé chancelier. Et à partir du moment où il est devenu chancelier, il a fermé à peu près tout le reste des autres partis. Le Parti communiste est pratiquement disparu. Il a coupé aussi l'importance du Reichstag. Dans le fond, il est devenu dictateur. Il a pris le pays en main, tout ça. Et ça a été important, tout cet argent-là, tout ce financement-là, qui n'arrêtera pas après l'accession au pouvoir de Hitler. Donc, non seulement le pays était en décombre, là, on parle encore donc des trois choses qui avaient mis l'Allemagne en faillite pratiquement. C'était les réparations de guerre impayables, c'était l'hyperinflation du dollar du mark en 1923 et ensuite la crise économique de 1929. Et pourtant, à partir de son accession au pouvoir, Hitler reconstruit le pays. Et une des façons, c'est que, en fait, la banque allemande, à l'époque, la Banque centrale allemande était beaucoup reliée aux Rothschild, encore aux banquiers européens. Et pour contourner tout ça, ce qu'il a fait, il a émis des certificats de travail. Donc, les certificats de travail, c'est assez intéressant parce que c'est l'équivalent d'une monnaie nationale. Parce que Bitcoin, ou je ne sais pas comment tu... Oui, c'est presque ça, en fait, mais c'est une monnaie qui n'appartient à aucun banquier. C'était le gouvernement allemand, donc le parti nazi, qui émettait des certificats de travail, mais que tu pouvais aller échanger dans une boutique et tout ça. Ça avait vraiment une valeur monétaire. Et donc, les gens construisaient les ponts, les digues, les ci, les ça, ils ont trouvé les routes, ils ont reconstruit le pays au complet. Donc, il y avait plus de chômage en Allemagne qui est disparu après toutes les calamités là, économiques qui avaient frappé le pays. Tout le monde travaillait. Il y avait zéro problème. Et donc, il était payé en certificat de travail par le gouvernement, puis l'économie roulait. Pour se passer des banques internationales aussi, puis du système financier international, au niveau de l'import-export, on avait fait beaucoup de trucs super importants, c'est-à-dire établir, entre autres, du troc. Comme ça, on pouvait se passer de la monnaie
Donc, c'était super important. Et dès 1933, il y a anguille sous roche parce que dans notre imaginaire puis dans l'histoire qu'on nous raconte, on pense tout le temps que la répression sur les Juifs a commencé immédiatement avec l'accession d'Hitler au pouvoir. C'est pas tout à fait juste. En fait, on voit que la Ligue internationale des Juifs a beaucoup, elle, fait pression sur Hitler. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que dans une société où tu veux te passer un peu de l'argent international et donc que tu établis des règles de troc au niveau de tes imports-exports, bien, les Juifs sont arrivés en 1933, dès une couple de mois après l'accession d'Hitler. Les Juifs ont lancé un boycott des produits allemands. Et donc, ça, c'est hyper important de le savoir parce que la répression contre les Juifs n'avait à peu près pas commencé, sinon un peu idéologiquement, là. Et De donc, quel pays tu parles? aux États-Unis, en Aux fait, États-Unis. oui, c'est beaucoup aux États-Unis, on a lancé un boycott des produits allemands. Ce qui est drôle, c'est que on sait que donc les industries et les banques américaines finançaient Hitler à fond la caisse, mais la Ligue des Juifs faisait pression sur Hitler. Mais donc, on voit que c'est les mêmes personnes qui ont créé la haine des Allemands envers les Juifs que ceux qui finançaient. Donc, on était en train de préparer justement l'espèce d'idéologie anti-juive ou antisémite qu'on dit maintenant, mais on l'a préparé aux États-Unis, là. Et donc, parce que si on boycotte tous les produits allemands, on parle du Macy's, entre autres, là, aux États-Unis, qui est un grand magasin de New York. Bien, Macy's a dû retirer de ses étagères tous les produits qui venaient de l'Allemagne, là. Et donc, si tout ton système de troc au niveau de l'import-export ne fonctionne plus à cause du boycott des produits allemands, bien à ce moment-là, tout le plan de relance de l'Allemagne s'effondrait. Mais les gens, donc, se sont fait expliquer ça. Et de là est arrivée la haine des Juifs au pays d'Hitler. Et donc, on voit que ça a été travaillé. Puis ça, c'est fou parce que j'ai étudié en plus cette partie-là à l'université et jamais on m'a parlé de ça. Jamais on m'a parlé du boycott que les Juifs avaient lancé. Et on peut voir les articles de journaux, ils existent toujours, là. Et on voit que dès qu'Hitler est entré au pouvoir, les Juifs se sont lancés pour boycotter l'Allemagne et les produits allemands. Et donc, on peut dire qu'ils ont créé leur propre malheur, mais la réalité, c'est que les Juifs allemands ont souffert de ce que les Juifs américains ont fait. Donc, il n'y avait pas une belle solidarité là, au niveau de ça, là. Et tout ce qui s'appelle répression majeure, pogrom et tout, ça a été la suite d'une escalade sur plusieurs années. D'ailleurs, ça n'a pas commencé tout de suite, là, mais il y a eu une escalade qui s'est faite au fil des ans là, contre les Juifs en Allemagne. Parce que le but d'Hitler, on le sait, il avait accédé au pouvoir pour remplir de population l'État d'Israël qui serait créé éventuellement en Palestine. Parce que tu dis dans ton livre que Hitler a été financé pour détruire l'Empire britannique. Oui. Quel est le lien là? Explique-moi. Oui. Ben, en fait, c'est en étudiant les faits historiques que j'en suis venu à cette conclusion-là. C'est une grosse partie parce que c'est, je pense, le nœud de la Deuxième Guerre mondiale que personne n'a compris ou à peu près. OK? En fait, je l'ai lu nulle part, ni dans les révisionnistes, ni dans les. J'en suis venu à la conclusion en regardant les faits. Parce que si d'une part, on commence justement par le financement d'Hitler qui a été énorme là, aux États-Unis, si on parle de ça, puis et là, on voit que Hitler, lui, à l'interne, est en train de se passer du financement des banques européennes. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, on voit qu'il y avait une dichotomie justement entre ce qu'on nous raconte et ce qui était en train de se passer sur le terrain. La création monétaire, c'est la clé de voûte de tous nos problèmes. OK? Ceux qui détiennent la création monétaire détiennent tout, le pouvoir à tous les niveaux. OK? Aujourd'hui, on l'appelle le système mondialiste, là. Ils sont à la tête de tout le système mondialiste aujourd'hui. Bien, à l'époque,
la création monétaire n'était qu'entre les mains des banques européennes principalement. Donc, et les banquiers américains qui ont été en guerre pendant déjà un siècle à ce moment-là, ils ont été en guerre contre les Rothschilds toujours, ben, ils ont vu en Hitler la possibilité d'aller chercher l'hégémonie mondiale au niveau économique. Donc, d'aller chercher tout le pouvoir de la création monétaire et tout ça. Donc, on a financé Hitler pour détruire l'Empire britannique et que les banques américaines puissent prendre le contrôle du système financier mondial, au fond. Donc, c'est là où ça devient, pour moi, là, ça devient hyper intéressant. C'est que c'est quand on regarde dans le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est arrivé dans les faits. On en parle tout de suite ou c'est tellement gros? Non, vas-y, vas-y, OK, vas-y. on On ne peut y pas va. s'arrêter là. Non, bon, ben, OK, je continue. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Hitler a rapidement lancé son blitzkrieg sur les pays continentaux européens. Donc, il est passé à travers la Hollande, les Pays-Bas, en fait, la Belgique, la France. Il s'est retrouvé, ça n'a pas été long. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que l'armée britannique a complètement trahi la France pour que ça aille si vite que ça. Parce qu'on avait quand même une défense qui était importante. Il y avait la ligne Maginot, mais il y avait une défense qui était très importante assurée par les Britanniques. Et si on regarde sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est que les Britanniques ont carrément laissé passer le fameux Blitzkrieg allemand. Et donc, ça a été une trahison. C'est ce qui va expliquer aussi qu'à Dunkerque, leur évacuation ne sera nullement menacée par les Allemands. Les Allemands, à ce moment-là, ont des unités de Panzer et ils pourraient être prêts à attaquer Dunkerque n'importe quand. Parce qu'on parle de 330 millions de milliers, c'est-à-dire de soldats britanniques qui sont coincés et qui attendent l'évacuation là, sur les plages de Dunkerque carrément. Et l'Allemagne aurait pu donner le coup de grâce à l'armée britannique à ce moment-là. Et ils ne l'ont pas fait. L'histoire officielle nous explique que quand serait venu le moment d'attaquer, Hitler dormait et que son serviteur ne voulait pas le réveiller. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais donc, on se rend compte à quel point c'est complètement absurde. Parce que, je veux dire, à un moment, on l'aurait réveillé Hitler quand on lui aurait demandé, là, tu sais, c'est quoi ton avis? Est-ce qu'on devrait attaquer peut-être? Oui. Et donc, la réalité, c'est que Hitler a remercié l'armée britannique de s'être retirée pour avoir réussi à aller envahir la France. C'est carrément ça. Donc, on les a remerciés, on les a laissés s'évacuer sans aucun problème et sans les attaquer. Il y a eu des escarmouches là, ici à gauche et à droite, mais pas grand-chose. En fait, on a commencé à attaquer Dunkerque alors que la plupart des soldats britanniques étaient déjà évacués, mais qu'il ne restait que les soldats français et belges sur les plages. Donc, qui étaient eux aussi coincés à Dunkerque. Donc, on se rend compte que déjà, il y a des tractations qui se font. Hitler, à ce moment-là, était encore fidèle et à la fois aux Américains et à la fois aux Britanniques. Parce que ce que les Britanniques ne savaient pas à cette époque-là, c'est que Hitler avait le mandat, lui, d'aller envahir l'Angleterre après. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une belle complicité, voilà, et tout. Et on sait donc au printemps 1941, dans le fond, au printemps 1941, Hitler avait un choix à faire, en fait. C'est qu'il était sur le bord d'envahir l'Angleterre. Okay? Parce que, en toute logique, là, son armée était là, avait saisi la France et tout. Et donc, il se préparait à l'invasion. Il y avait des plans l'opération, c'était Sea Lion. Dans le fond, c'est Otari, dans le fond. Donc, les plans étaient prêts et tout ça. Et pour les Américains, pour eux, c'était important qu'Hitler le fasse parce qu'on l'avait financé pour ça, pour aller en Angleterre et pour aller détruire la cité de Londres, qui était le fief des Rothschild à l'époque. Et
tu sais, encore là, on n'est pas dans le virtuel. Donc, on est à une époque où l'argent existe vraiment et tout ça. Donc, l'importance qu'Hitler aurait eue en entrant dans les cités de Londres et en saisissant tout ce qui était Rothschildish à l'intérieur des banques de l'époque, ça aurait tué complètement l'Empire britannique une fois pour toutes, là. Donc, les Américains, eux, attendaient, se pourléchaient les babines et se frottaient les mains en attendant qu'Hitler fasse le grand move. Et contre toute attente, Hitler va décider de se tourner vers la Russie. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui fait que Hitler a décidé de plutôt laisser vivre l'Empire britannique et aller plutôt se casser les dents et la gueule contre la Russie. Donc, mais dans l'explication en détail de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est là qu'on peut comprendre exactement, qu'on peut démontrer exactement toute cette théorie-là du financement d'Hitler pour détruire l'Empire britannique. Bon, bah, Sylvain, je pense que tu viens d'annoncer le thème de la prochaine Déjà? interview. Ben oui, déjà, parce que, tu sais, il y a des personnes qui attendent qu'il y en ait plusieurs et puis elles les regardent toutes d'un coup avec un bon plat de pâtes, olio aglio, j'encourage tout le monde, la cuisine italienne, la merveille. Un café peut-être? Bon, c'est vrai que pour toi, c'est tôt encore, on enregistre les vidéos. En fait, Sylvain, on le pousse du lit. Il y a un gros réveil qui sonne et c'est l'heure de faire les capsules vidéo, mais c'est très important d'être focus sur ce que tu nous racontes parce que ton livre, c'est l'objet d'un travail colossal. Je rappelle que tu es journaliste, réalisateur. Tu as fait un passage d'ailleurs chez RT France, hein, je le rappelle encore ici parce que on ne le rappelle pas toujours assez, je trouve, ton parcours pour faire ce livre-là. C'est pour ça que je tiens vraiment à avoir des capsules qui sont dans un timing quand même serré parce qu'on sait que la tension, après 20 minutes, elle s'évapore et c'est normal, nous ne sommes pas encore des machines. Merci Sylvain. À la prochaine. Belle conclusion, merci.